Hello mes amis, I'm Grand R and this is the vlog of a Misérable! Today I'm here with Remus. Hello! Remus is and this is Calypso. Remus is an old friend and has been the friend who hosted me when I was having trouble with the GoPro and my roommates and stuff. You can watch the previous vlogs. Anyway, I'm very grateful today because thanks to Remus I had a roof over my head, and also I learned shit tons of stuff because as it happened, Remus wrote a thesis on, how would you say, cat's hairs, insurrectional movements in the French literature in the 19th century. And so I made a vlog about it, the 7th, but it's not very precise. So we're here today to learn more with Remus. Can you just, it's like a historical summary of all these movements during the 19th century. Bien sûr. Au 19e siècle, on distingue aussi des révolutions, des révoltes, des émeutes qu'on va appeler révoltes ou émeutes. Ça va être des mouvements qui vont être plutôt portés par les classes populaires, on va dire émeutes, pour les dévaloriser, pour les dépolitiser, pour dire que ce n'est pas un mouvement politique pensé, pour dire que c'est plutôt juste une déferlante de gens pas contents qui sortent dans la rue pour râler, quoi. So there's a vocabulary point, like 19th century, you call popular movements riots to depoliticize them, to say that they weren't as thoughtful, as political as, you know, the revolutions who were like carried by more, like the bourgeoisie more. Mumia Abu Jabal, il en parle dans ses mémoires en tant que Black Panther. Il a dit, moi j'utilise le terme de révolte donc, plutôt que émeute, puisque les médias utilisaient ce terme pour décrédibiliser les mouvements noirs, pour dire que c'était pas politisé. Et c'est ce qui se passait au 19e siècle, c'est-à-dire qu'un mouvement, quand il n'était pas porté par la bourgeoisie, on en faisait une émeute, riot, éventuellement un mob. Donc quelque chose de péjoratif, en fait, quelque chose de dépolitisé, quelque chose d'ultra violent, quelque chose de pas pensé. Et avec 1830, ça change un petit peu, puisque de toute façon, le mouvement prend beaucoup d'ampleur et qu'il est rejoint par des bourgeois libéraux. So it's Mumia Abu Jamal who said, so he was like a Black Panther and it was during the civil rights movements. He said that he wanted to use the word revolt and not riot, because riot was used to decredibilize his movements. And so basically before 1930, popular movements, riots, not political enough, not credible enough. And then in the 30s, the movement was joined by liberal, not neoliberal, liberal, so leftist, bourgeois, and everybody was socialists, and they wanted to riot as well, and so. Cette réputation de la France qui start riot, qui sort la guillotine tout le temps, au moins à la moindre contrariété, qui est devenu un mème et tout, qui est devenu même un élément de la pop culture. En fait, ça fait référence tout le temps à 1789. Ça fait pas référence à ces révolutions du 19e siècle. Yeah, and the image of France being like, we're going to start a revolution every 2 days, it's not reference to like all the revolutions and revolts and riots and stuff that happened all through the 19th century. It's always like, it always echoes 1789, because we always talk about the guillotine and all that. I don't know how. Je sais pas comment il le prononce, guillotine. Mais il y a le morceau Bring Back the Guillotine, ou juste Guillotine du groupe The Coup. En fait, The Coup, c'est le groupe de Boots Riley, celui qui a réalisé Sorry to Bother You. Voilà, et donc, je crois qu'ils ont un morceau sur la guillotine, je crois que c'est juste Guillotine. Faudra regarder, je crois qu'ils le prononcent Guillotine. En fait, oui, toutes les révolutions du 19e siècle, elles ont toutes, peut-être à part la Commune, et encore même au début de la Commune, Jules Vallès le dit, que lui justement ça l'énerve, mais il y avait un fétichisme, d'une part de la part des révolutionnaires, il y avait un certain fétichisme de 1789, et toutes les révolutions lorgnent sur 1789, on veut réaliser la même chose en fait. Et c'est souvent, mais c'est plus les bourgeois qui participant en fait aux mouvements sociaux, qui aimeraient des réminiscences
de 1789, parce que 1789 est quand même voilà, une initiation bourgeoise. Et la bourgeoisie avait réussi là où, par exemple, février 48 va échouer, c'est vraiment ramener les ouvriers, le prolétariat, le bas peuple, en gros, le lumpen prolétariat avec eux. Alors même si en 1789 on n'appelait pas ça le prolétariat ou le lumpen prolétariat, bon voilà, c'était la même catégorie sociale. So for every revolution, every revolt in France, except maybe the Commune, you said? Ouais, plutôt à la fin de la Commune, mais... Except there's this fetishization of 1789 because there's like the bourgeoisie managed to like gather even like very popular classes to revolt. So that's why it was so big. That's why it worked. Worked. But like yeah, that's why it was so striking. And so yeah, they're really stuck there. Et en fait, justement, il y a une distinction entre les républicains modérés, voilà, peut-être les socialistes, il y avait aussi un peu les proudhonistes dans le tas, bon voilà, les mous du genou, quoi, concrètement, qui eux, attention, parce que eux, ils rêvaient de reproduire 89, les plus radicaux, les vraiment plus à l'extrême gauche, eux, ils rêvaient de reproduire 1793, comme l'a dit d'ailleurs Gustave Courbet, ce que nous voulons au moment de la Commune, ce qu'on veut, c'est refaire la Commune de 93, quoi, donc... c'est une distinction aussi. There's a distinction between like the moderates, les mous du genou, who want to reproduce 1789, and the more radical people who want to reproduce 1793, which was like the terror. Oui, voilà, la terreur. Enfin, en fait, on l'appelle aussi la première commune de Paris. So it was also the first commune de Paris, the terror. Donc on va commencer à partir des Trois Glorieuses, 1830, 27 et 29 juillet. So we're starting in 1830 with the Trois Glorieuses. C'est l'apparition des barricades. Qui est assez significative dans cette révolution et qui a donné justement qui a donné lieu justement à des représentations de la barricade, à toute une imagerie de la barricade positive ou négative. Voilà, donc la révolution de 1830, elle a... Alors, pour les plus optimistes, ce n'est pas un échec, c'est un non-succès. It's not a failure for the revolution of 1830, it's a non-success. Parce que ça n'a pas débouché sur une république, ce qui était quand même un peu le projet là, au départ, ce qui est un peu le projet de 80% des révolutions du 19e siècle, mais sur une monarchie constitutionnelle. It wasn't, after that, you didn't have like a republic, you had like a constitutional monarchy. Donc ensuite, dans les mouvements... remarquable au sens qu'on peut signaler, il y a en 1831 la révolte, ce qu'on appelait la révolte des canuts de Lyon. Alors justement, ce qui est remarquable dans celle-là en fait, c'est que elle avait pas lieu à Paris, c'était à Lyon donc. Et donc c'était les ouvriers dans les soieries, les ouvriers de la soie, donc les canuts, qui d'abord initié des grèves, des manifestations, et ça a vraiment pris en fait, ça a pris assez pour inquiéter le gouvernement. 1831, so it's like a revolution every year. Yes, there was like the revolt of the canuts de Lyon. So canut, it's like a worker in silk, like in fabric. Fabrics. Yeah, and so they started strikes and revolts there, and it's like it was a big thing, but it was not in Paris, so in Lyon. Déjà, il y avait un début vraiment d'anarchisme. Je ne veux pas dire de bêtises ni faire d'approximation, mais je crois qu'il y avait des Russes qui étaient présents à Lyon. There were Russians in Lyon and maybe anarchists. Ouais, proto-anarchistes. C'était pas vraiment. Proto-anarchistes. C'est pas encore tout à fait théorisé tel que. Enfin, l'anarchisme, c'était pas l'anarchisme qu'on connaît nous aujourd'hui, ce qu'on désigne comme tel en fait. So c'était un peu différent. What they called anarchist at the time was not the anarchy that we know today. So.
Après, on retourne à Paris je crois en juin 1832. Il s'est passé un truc. June 1838 and until 1832, something happened. Ah bah oui, il y a des barricades. Barricades! Ah oui, insurrection républicaine de juin 1832. Republican insurrection. Ah oui, voilà, c'est à propos de cette insurrection que Victor Hugo a dit en France, il y a toujours une révolution à l'état de calorique latent. Pardon. About 32, the writer Victor Hugo said, in France there's always a revolution, but it's like latent. Ouais, voilà, c'est ça. It's about to be burned, but it's always ready to cook. 1839, un mouvement initié plus par Barbès et Blanqui. Ça s'est pas très bien terminé. Il y en a un qui était en fuite, l'autre qui a été emprisonné. Something happened in 39 with Barbès and Blanqui and it didn't end very well. D'ailleurs, je crois que c'est Victor Hugo qui avait pris la défense il plaidait la cause de Barbès. Et Blanqui, son surnom, c'était l'enfermé, parce qu'il a passé beaucoup de temps en prison. Victor Hugo defended Barbès and Blanqui was nicknamed l'enfermé, the locked one, because he spent a lot of time in prison. Yeah, revolt! It's good for your future. You're gonna spend a very happy life. So what happened in 1839? It's not just a thing. It was a thing. Like it was really frightening for moderates. C'est un peu ce qui a marqué la scission, scission qu'on observera après en 48, entre juin 48 entre février 48 et juin 48. C'était les débuts de la scission, c'est de dire d'un côté parce que les modérés en fait, hein, les socialistes de l'époque étaient la République, mais les gens d'extrême gauche, et là je caricature à l'extrême, enfin je résume très grossièrement, eux c'était pour la République doit être sociale en fait, République du travail, voilà. So it was the beginning of like a scission that's pas par là. J'ai même pas vu partir. It was the beginning of like a separation between like moderate who were pro-republic and extreme, more like radical leftists who were for like a more social republic, like a workers' republic. On a 1846-1847, donc il y a les émeutes de la faim en région parisienne. Et c'est aussi durant ces années qu'on a le mouvement des banquiers réformistes, donc qui était organisé par différents groupes de gauche. Je veux s'en aller. She wanna run away. Non. Okay. So in 46 and 40, okay, and 47, they were like the hunger riots. Les émeutes de la faim, pardon. Hunger riots, and then the reformist bank. Ces banquiers qui d'abord ont été autorisés, puis ont été interdits, qui auraient conduit à février, entre autres à février 48. Donc là, on arrive dans la bonne grosse révolution là. The forbidding of these banquets led to February 1848, which is like good old revolution. Février 48, elle est connue aussi comme comme une révolution romantique, parce que il y a eu le point de départ, vraiment ça a été le point de départ factuel un petit peu, ça a été les étudiants de Michelet qui ont manifesté contre l'interdiction de ces cours à la Sorbonne. C'était à la Sorbonne. In 1848, the revolution has like this image of like being a romantic revolution because of the heavy implication of students, because it started with them. They wanted to protest against the forbidding of Michelet's lesson. Il y avait une très grande présence justement de grandes figures connues et des figures plutôt à gauche. Donc évidemment, il y avait Victor Hugo, George Sand qui écrivait les discours de Ledru-Rollin, Alexandre Dumas aussi. Tout le monde était très enthousiaste pour cette révolution. Very enthusiastic about the 48 revolution, like George Sand or Victor Hugo, even Dumas. Et surtout, c'était
En fait, cet enthousiasme, il a perduré parce qu'on voyait ça, autant qu'on voyait ça comme une révolution un peu mignonne avec des étudiants et des ouvriers, mais qui auraient pas, qui auraient pas été au premier plan. On va dire que des ouvriers qui seraient plus à la remorque, hein, gentiment derrière pour faire du nombre, hein, pour agiter les pancartes et pour faire du bruit. Voilà, tout le monde était très enthousiaste. Par contre, quand il a commencé à avoir des barricades et pour le coup, les barricades qui étaient majoritaires, où la population était majoritairement ouvrière, ça a été une autre histoire. So as long as it was a cute revolution with students, everybody was like, yay, very enthusiastic. But then barricades happen, and like workers' barricades, more popular classes people barricades. It was not as okay. Ces scissions, ces désaccords entre l'extrême gauche et la gauche modérée, on va dire, le fait qu'il y ait quand même de la répression et de la violence, a fait que en juin 48, qui était massivement plus porté par les ouvriers, par le prolétariat, il y a eu comme un sentiment de trahison. En fait, Lucien Descaves, il explique dans plusieurs de ses œuvres qui parlent de la commune. Souvent, il y a des personnages qui mettent en garde d'autres, qui leur disent rappelez-vous de 48, quoi. C'est là qu'on mesure. En fait, c'est à l'aune de 48 qu'on mesure les trahisons. En fait, le glissement de février 48 à juin 48, avec l'abandon de tous les intellectuels de gauche, bourgeois, libéraux, progressistes. Ça a vraiment signifié en fait l'abandon, un peu l'abandon de la sociale en fait, et que eux ça avait jamais été leur projet. Between February and June 1848, all the intellectuals and the higher classes who were the bourgeoisie who was like into the revolution, they abandoned it, and that like it shows that it wasn't at all about social evolution. Ils s'en sont détachés parce que voilà, c'était cette idée, la violence, les foules qui se déversent. Mais oui, les enjeux étaient pas tout à fait les mêmes, parce que c'est-à-dire que si ça a répété en juin 48, c'est parce qu'on leur a dit oh super, maintenant on est en République, et en fait les classes populaires, c'est un peu comme c'était un peu le truc d'où on était de rien du tout, on est passé à pas grand chose quoi. Yeah, so it's exploded again in June 48 after the success of the Republic brought by the revolution of February 48, but the popular classes weren't happy because nothing or not much had changed. But like the intellectuals were all very frightened of all these angry crowd things. Yeah. Voilà, bah, de toute façon, pour beaucoup d'intellectuels de gauche, même qui sont pas radicalement opposés aux mouvements sociaux, il y a toujours quand même, à part de rares agités, à part ceux qui aiment vraiment ça, ils sont tous très effrayés par la foule. Pour eux, une révolution idéale, c'est une révolution où il n'y a pas de foule en fait. Où il y a juste des farandoles d'étudiants bien peignés qui se tiennent la main en déclamant des slogans en vers, en poésie, et c'est tout quoi. So intellectuals and writers are like really frightened by the crowds, the angry crowds in revolutions. The ideal revolution for them would be like clean, hair well brushed students declaiming, poetry as slogans and stuff like that. Et donc on arrive en 1871 avec la commune de Paris. Alors on va pas détailler la commune là parce que ça serait trop long. We're not going to enter into like further details about the Commune de Paris, which happened in 1871, because it would be too long. Le dernier mouvement social du 19e siècle. It's the last social movements in the 19th century. Le mouvement révolutionnaire, parce qu'après il y a eu des vagues d'attentats. Des attentats anarchistes, des attentats politiques. En fait, les modalités d'insurrection étaient plus les mêmes qu'à l'époque, qu'aux autres révolutions du 19e siècle. Donc la Commune, ça marque vraiment cette transition en fait. So after la Commune, the movements, the way you revolt changes, and it's more like terrorist attacks and call to arms, and the organization changes.
après la France métropolitaine, on va passer aux colonies. And let's talk about the colonies. Yay! Révolution haïtienne, 1791-1804. The Haitian Revolution, 1791 and till 1804. Donc ils ont commencé dès 1791, 1802, rétablissement du Code noir. Entre-temps, en 1794, il y avait eu l'abolition en France métropolitaine et dans les colonies françaises, mais en fait c'était une abolition de principe, hein, ça n'a jamais vraiment pris effet. Le Code noir, c'était un livret à l'usage des colons, des propriétaires de plantations, des béquiers, qui début pour réguler et régir en fait les esclaves sur les plantations. Et c'est aussi un guide juridique, hein, c'est un peu, c'est un code, hein, c'est un code juridique qui établissait que les esclaves étaient des biens meubles. So it was like the law book, the law code that established that slaves were like furniture, like goods, and it was supposed to help like colonizers to manage their slaves on the plantations. That was the Code Noir. And so it was re-established, and then like slavery was abolished, but it was like an abolition of principle because it wasn't really effective. Et donc après 1803 et 1803-1804, proclamation de la République d'Haïti. Donc on peut dire que en fait Haïti, dès 1804, Haïti a réussi à faire ce que la France se débattait à essayer à faire, c'est-à-dire avoir une république, quoi. And so Haiti proclaimed the republic in 1804. So they managed to have like an actual republic. Which France didn't succeed to do. C'est comme disait Eduardo Galeano pour décrire la révolution haïtienne, il parlait de cette insolence nègre qui continue de contrarier les âmes blanches. C.L.R. James, dans son bouquin Les Jacobins noirs, dit aussi, voilà, c'est la première révolution noire, la première révolution d'esclaves dont on a enregistré le succès, et ça a beaucoup énervé les blancs. So it was very obnoxious to us whites. This black revolution worked, and it was the first one to work, and so yeah. Eduardo Galeano said it was like the N-word insolence that is really obnoxious to the whites. D'un côté, Haïti, donc anciennement Saint-Domingue, a voulu se positionner un peu en avant-garde de l'Afrique, mais donc c'est considéré aussi comme une révolution africaine puisque c'est une révolution d'esclaves, et c'est la première révolution d'esclaves à avoir abouti en fait, parce qu'il y a eu un changement de régime. So it was the first slave revolution. It was the first slave revolution that led to the end of slavery and independence in Saint-Domingue or Haiti. And so they wanted to be like the avant-garde of Africa because it was a slave revolution. So, est-ce qu'on se lie avec la Caraïbe au sens large et les États-Unis, enfin la diaspora africaine, donc les Afro-Américains sur le continent américain, ou est-ce que plutôt on se positionne vraiment en tant que leader presque d'une union panafricaine, mais avant le parce que en fait on peut pas encore parler de panafricanisme puisque le terme panafricanisme n'a été utilisé pour la première fois qu'en 1899 pour la préparation de la conférence panafricaine de 1900. There was this question of like, do we join forces with the Caribbean space, so that would include American spaces? Aussi, ouais, voilà, aussi yeah. Inclure les États-Unis en plus, quoi. Or we start like a union with African countries. So like it wasn't Pan-Africanism because the word was first used at the end of the 19th century, like you said. 1899. 1899. Donc Haïti était
était un exemple. En fait, c'était une utopie noire. En fait, c'était le Wakanda avant même que le Wakanda existe. Quoi. Avant qu'on invente le Wakanda. Haiti was like a black utopia. It's like Wakanda before Wakanda. C'est une révolution intéressante en même temps par rapport à la production littéraire qu'elle a donnée. Ça a donné lieu à une production littéraire extrêmement riche, extrêmement belle, ça l'était déjà, mais c'était pas selon les modalités en fait du colon. C'était pas, et pour que ce soit audible par l'Occident, les artistes, mais pas, qui étaient aussi politiciens, qui sont aussi faits politiciens, ils ont établi des stratégies en fait. Ils se sont dit bon bah voilà, on va écrire de façon un peu, ça a été appelé du pseudo classique ou un genre de romantisme et tout. On va créer des cercles littéraires, on va faire comme si on se calquait en fait sur le style occidental et plus particulièrement français. Mais en réalité, ils ont réintroduit les langues créoles et des légendes et du folklore typiques vraiment locaux, une exaltation des paysages locaux aussi, et la révolution surtout. C'est-à-dire que la révolution était au cœur de la production artistique. And so this revolution led to like the emergence of like a real artistic and literary production, and the artists and writers had to like look like they were following the example of the classic French canons of literature, but actually they use like local legends and fairy tales, and they reintroduced the Creole language. Comme dit Frantz Fanon, l'apparition du colon signifie, pour le coloniser, elle signifie la mort, et donc pour le coloniser, l'espoir et la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon. Good to know. So according to Frantz Fanon, for colonized people, like the life can only come from the rotten corpse of the colonizer. Very good to know. Et donc, et c'est un peu ce qu'a fait Haïti, et c'est pour ça que Haïti, même pour la gauche blanche, c'est pas considéré comme une révolution, n'est même pas envisagé comme un exemple révolutionnaire, comme il y a pu avoir avec les révolutions russes par exemple, parce qu'en tant que blanc ça les contrarie quand même que des noirs, et qui plus est des esclaves, aient réussi à faire ce que les blancs galéraient à faire chez eux, quoi. The Haitian revolution is very rarely quoted as like an example of a revolution in leftist movements even nowadays, because people are just white people are just still upset that like black slaves managed to do what they didn't manage to do, and so they struggle to consider it an example of a revolution, while they just consider what happened in Russia as an example or stuff like that. Le seul à mentionner, enfin en métropole, à mentionner dans des romans d'insurrection, des histoires d'insurrection qui prenaient lieu et place en France, mais quand même à faire des big up aux Haïtiens ou aux Martiniquais, c'était Alexandre Dumas. So the only writer who was talking about insurrections that happened in France, but who was like mentioning like big up to Haiti or Martinique, was Alexandre Dumas, because he wasn't white. La Martinique en mai 1848, fatiguée d'attendre que l'abolition soit véritablement effective, parce que la deuxième abolition de 1848, elle décide de se libérer elle-même. Et ce mouvement a été très très mal vu évidemment en Occident. On parlait déjà de racisme anti-blanc, de la violence des noirs et des hommes de couleur à l'encontre des blancs, des gentils blancs, alors qu'eux ils étaient là juste pour rendre service. So it was in 1848 in Martinique. The slavery abolition wasn't really effective, so in Martinique they decided to free themselves, and so white people didn't appreciate it because and they already talked about anti-white racism, because you know this exists. Non. Oh, oui. Non mais si, non, il faut pas rire du racisme anti-blanc, parce que c'est grave, parce que tu vois, quand t'es blanc, et bah non mais si, ne rigole pas, c'est un fléau. Yeah, no, I endure it every day in my life.
Parce que tu comprends, et bah des fois, quand t'es blanc, tous ceux qui théorisaient, même dès cette époque, dès le 19e siècle, tous ceux en fait qui théorisaient l'abolition de l'esclavage, et ils parlaient aussi de colonialisme, ce que ne faisaient pas les auteurs blancs, parce que les auteurs blancs, les intellectuels blancs, les politiques blancs, certains, ils étaient contre l'esclavage, mais pro-colonialistes. Black people of the black diaspora, you would say that, like a continental African, Afro-American, or people from French colonies, like when they talk about slavery, they talk about colonization, and so it was badly received. While French, the white writer, when they talk about slavery, they don't talk about colonization. For them, it's not the same, and they can be anti-slavery and pro-colonization. C'est juste, c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs malheureusement après dans les dom-toms, hein, notamment pour la France, c'est que l'esclavage a été remplacé par le travail obligatoire. So in French ancient colonies, we call them dom-tom. Slavery was replaced with obligatory work, which is totally different, as you can hear. I didn't know that. Et en fait, c'est pareil, il y avait rien qui a changé, puisque les béquets, ils avaient toujours autant de pouvoir, autant de territoire. Ils ont eu comme aux États-Unis, il y a eu des indemnisations des propriétaires d'esclaves. Pour les béquets, il y a eu aussi des indemnisations pour le préjudice causé par le mouvement de libération nationale. So freeing slaves gave owners money as like indemnity for the loss. Ouais. Okay. Yeah, but they still had a lot of power there. So yeah, great. Yes, so we talked about many black movements actually. So you use this video to push your agenda. Ah bah oui. Remplacement. Racisme anti-blanc. Yeah. Je fais passer des messages subliminaux. Very, very subtle.